À table, c'est le thème des 3e rencontres InCité qui se dérouleront à Saint-Quentin du 16 au 23 mars sous la houlette de Lionel Massetta, le directeur du théâtre de Saint-Quentin. Bonjour Lionel Massetta. Bonjour. Alors, je disais, oui, c'est la troisième rencontre InCité. La première était consacrée au temps. L'année dernière, l'intelligence artificielle, cette année à table. Comment, d'abord, est venue l'idée de ces rencontres InCité qui mêlent à la fois des tables rondes avec des chercheurs, avec des spécialistes, et puis, évidemment, une dimension culturelle avec des spectacles? C'est venu de deux choses. D'abord, la sensation que tout au long de la saison, à travers la programmation, on embrasse un certain nombre de thèmes, beaucoup de thèmes sur lesquels on n'arrive pas à s'arrêter, à s'apesantir. Donc il y a une sorte de frustration, et puis le fait qu'on soit aussi sur un territoire de recherche, puisqu'on est dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay. Donc la question était de savoir comment est-ce qu'on peut faire entrer la parole des chercheurs dans un lieu qui est un lieu de circulation de la parole et des idées. C'est le rôle d'un théâtre. Et les chercheurs, autrefois on disait souvent ils sont dans leur tour d'ivoire. Là, ils montrent au contraire qu'ils sont prêts à s'expliquer et à expliquer. Mais ils sont assez friands. Ils sont assez friands. Je pense que les chercheurs, je ne sais pas s'ils n'aiment pas. Je pense qu'il est nécessaire qu'ils échangent avec leurs pairs, qu'ils présentent l'état de leur recherche à leurs pairs. Je pense qu'il y a aussi un vrai besoin pour beaucoup, parce que nous essuyons quand même très peu de refus lorsque l'on identifie des chercheurs qui correspondent à des thèmes. On essuie très peu de refus, voire quasiment aucun, ou pour des raisons d'emploi du temps. Donc il y a cette volonté à parler à d'autres personnes que leurs pairs. Et cette nécessité, j'allais dire, cette envie, cette nécessité de le faire. Et puis, moi, je trouve ça assez intéressant de leur permettre aussi de s'exprimer avec un niveau de langage qui n'est pas un niveau jargonneux, mais et ça, ils savent, voilà, qui est à la portée de tous, et ça, ils savent très bien le faire. Alors, le thème de cette année, je disais l'année dernière, c'était l'intelligence artificielle, on était projeté dans le futur. Là, à table, on est projeté plutôt dans le quotidien. L'année dernière, avec l'intelligence artificielle, on était projeté dans le présent, avant tout. Oui, mais un présent qui et dans le futur, avec l'alimentation, on est dans le présent, mais on est également dans le futur, puisque c'est une des vraies préoccupations aujourd'hui. On est dans des mutations sur la question de l'alimentation, du manger, comme on dit, qui concerne aussi notre avenir et l'avenir de la planète. C'est-à-dire, c'est pas un geste, le fait de manger, c'est pas un geste anodin. C'est loin d'être un geste anodin. Et on va se rendre compte de ça, je pense. Et c'est un geste qui peut faire de nous aussi on peut être pleinement citoyen en ayant une attention très particulière à ce que l'on mange. Alors, moi, ce que je dis aussi, c'est que l'alimentation ne se limite pas juste à la diététique et à l'équilibre nutritionnel ou au goût, mais l'alimentation a des répercussions beaucoup plus vastes. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont mises en question, mises en doute pendant toute cette semaine. Alors, vous travaillez pour toutes ces rencontres InCité avec un chercheur qui vous aide à confectionner les tables rondes notamment. Cette année, c'est un géographe qui s'appelle Gilles Fumet. Pourquoi un géographe C'est un géographe des cultures alimentaires. Mais c'est vrai que, en général, quand on s'attaque à des sujets, quels que soient les sujets, on a besoin, nous, notre métier, c'est le théâtre. Donc on a vraiment besoin d'avoir un appui. Et surtout quelqu'un qui ébranle nos certitudes. Parce que quel que soit le sujet, même si on le connaît très peu, on a plein de certitudes. Alors, dès qu'on commence à travailler avec un chercheur, il ébranle totalement nos certitudes. Et dès qu'on commence à lire, Ensuite, il est important d'avoir un chercheur qui ait une vision à 360 degrés du thème dont on va traiter. Et qui puisse ensuite ouvrir des possibles sur telle ou telle thématique, qui puisse dire, voilà, cette thématique, c'est pas la peine de la traiter, on n'aura pas le temps. Et ceci est élaguer et recentrer le débat. Donc, si ces rencontres InCité abordent un certain nombre de thèmes, elles sont en tout cas très nettement resserrées par rapport aux discussions que l'on a eues au départ avec Gilles Fumet. Voilà. Alors, il y a beaucoup de tables rondes. Il y en a une qui s'appelle, par exemple, On est ce qu'on mange. On est vraiment ce qu'on mange ? Ou alors il y a des doutes déjà, on le saura. Je pense qu'on est ce qu'on mange, mais quand on dit on est ce qu'on mange,
ça fait résonner plein de choses. On dit souvent, dis-moi ce que tu manges, je dirai qui tu es. Oui, il y a des questions qui sont, est-ce qu'on mange en fonction de ce qu'on mange, il y a des questions qui sont sociales, il y a des questions qui sont culturelles, il y a des questions qui sont citoyennes et politiques. En fonction de ce qu'on mange, on peut aussi, ce que je disais tout à l'heure, manger peut aussi être un geste politique. Donc oui, on est ce qu'on mange. Ça, le fait, enfin, ce que l'on mange révèle en tout cas une grande partie de notre personnalité. Ça, c'est absolument clair. Il y a aussi une table ronde sur l'industrie alimentaire. Alors, on dit beaucoup de choses sur l'industrie alimentaire. Il y a des craintes sur la façon dont sont traités un certain nombre de produits. Et en même temps, il y a des scandales alimentaires, ils existent. Et en même temps, on a l'impression que tout ça s'améliore un peu quand même. On est en France quand même, quoi que l'on pense de l'industrie agroalimentaire, qui je pense fait quand même de très nets efforts qualitatifs. Il y en a encore beaucoup à faire, mais là on va avoir des représentants de transformateurs de produits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des points de vue qui sont tout à fait différents. Je sais où je me situe moi, mais je souhaite qu'on puisse laisser la parole à tous les acteurs de l'alimentation, dont l'industrie agroalimentaire. Où se situe-t-elle? Après, je pense qu'en France, on est quand même s'il y a eu des scandales dans l'industrie agroalimentaire, il y en aura d'autres qui font beaucoup de bruit. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes sanitaires dans les restaurants dans lesquels on va tous les jours, mais ça on entend un tout petit peu moins parler. Mais je pense qu'en France on est plutôt assez bien protégé et je pense qu'il y a une surveillance de ce que l'on mange, de la façon dont c'est fabriqué, de la façon dont c'est cultivé. Voilà, qui est plutôt supérieure à celle qui peut être dans beaucoup d'autres pays. Ce qui n'empêche pas parfois qu'on mette de la viande de cheval là où il ne devrait pas y en avoir, mais c'est un peu. Il y a aussi une dimension, après on va parler de la dimension culturelle, mais une dimension d'éducation dans les pratiques alimentaires qui sont les nôtres. Oui, où se fait une des tables rondes traitera de la question de où se forge le goût pour nous, qu'est-ce que c'est le goût et comment ça se forge Comment il se forge le goût? Est-ce qu'il se forge in utero? Est-ce qu'il se forge pendant la petite enfance? Est-ce qu'il se forge à la cantine? Est-ce qu'il se forge avec les copains quand on est adolescent? Un peu plus tard. Est-ce qu'il peut évoluer ou pas? Et puis qu'est-ce qui reste quand on voyage? Je veux dire, c'est assez intéressant de voir que lorsqu'une famille quitte un pays ou un individu quitte un pays pour s'implanter dans un autre pays, c'est-à-dire qu'il ne voyage pas par loisir, mais qu'il voyage, qu'il va se déplacer, soit pour des questions de contraintes économiques, etc., etc. Il faut 3 générations pour qu'il change complètement ses habitudes alimentaires. 3 générations. Ça veut dire que la culture alimentaire est ce qui une vie, quoi. Ouais, mais c'est ce qui nous tient le plus au corps. Quand tout à l'heure vous posiez la question, on est ce que l'on mange. On est ce que l'on mange. Et c'est au bout de 3 générations qu'on arrivera à modifier totalement nos habitudes alimentaires. Dans les 2 premières générations, on va essayer de reproduire. La première va essayer de reproduire la cuisine qu'elle avait l'habitude de faire ou de manger dans son pays d'origine. Et puis, il va y avoir une assimilation petit à petit. Mais il va y avoir une assimilation, mais il va y avoir également une influence. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la cuisine, c'est un élément social. L'influence des apports de l'extérieur, d'où qu'ils viennent, sur la cuisine en France. C'est-à-dire, typiquement, la cuisine, il y avait au début du XXe siècle, mais ça existe encore, des défenseurs de la cuisine française. Mais qu'est-ce que la cuisine française? C'est une cuisine qui, mais de tout temps, a subi. Toujours, bien sûr. Mais là, a subi des influences. C'est vrai que moi, je ne sais pas, quand j'étais enfant, je sais pas, les gens du Nord ne connaissaient pas l'huile d'olive, par exemple. Même des produits. Et aujourd'hui. Pas, je pense que si. Non. Je pense que tout ça a évolué. Il y a en effet des choses qui sont arrivées qui nous paraissent aujourd'hui totalement naturelles, si je peux dire, et qu'on ne connaissait pas. Un mot avant, juste parce qu'il faut qu'on aborde le domaine culturel. Est-ce que, alors, évidemment, les tables rondes vont répondre à ça, mais puisque vous avez travaillé, est-ce que la façon de s'alimenter est encore un marqueur social? Je ne sais pas si c'est social ou culturel. Mais c'est 2 choses différentes. Parce que marqueur social, ça voudrait dire qu'en fonction de la classe sociale et de la classe sociale, on mange telle sorte de choses. Je pense qu'il y a une influence du social, bien entendu, et de l'accès à certains produits. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de culturel. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont d'un niveau social supérieur
et des classes sociales supérieures et qui ont des habitudes alimentaires qui sont absolument pas saines. C'est-à-dire qu'ils sont capables de manger. On ne mange pas mieux parce qu'on est plus riche. Quoi. Non, je pense que c'est une question d'éducation. Mais où se forge l'éducation? Je pense que c'est tout au long de la vie. Pour moi, c'est plus, les deux s'entremêlent. Mais ce n'est pas que social. Ce n'est pas qu'un marqueur social. Alors, un mot sur évidemment, dans les rencontres d'incité, il y a les tables rondes et puis il y a les spectacles qui vont avec. Alors, on ne va pas citer tous les spectacles parce qu'on les retrouve dans le programme et puis on les retrouve sur le site. Là, c'est Hansel et Gretel, je crois. HG, oui, d'un chorégraphe qui s'appelle Christian Hubel qui traite de la... Hansel et Gretel vont se retrouver dans un supermarché. Je vous fais le pitch rapidement. C'est un spectacle de danse? C'est un spectacle de danse, oui. Avec un DJ sur scène. Ils vont se retrouver dans un supermarché et naturellement, ils vont pas aller au rayon fruits et légumes, ils vont plutôt aller au rayon confiserie. Donc c'est l'occasion, juste après ce spectacle, de parler et de traiter de l'anniversaire des enfants. C'est ça. C'est celui qui précède la table ronde sur l'anniversaire des enfants. On passera au crible de l'anniversaire des enfants, qui est un sujet très intéressant. Alors là, on voit une morue. Hein. Ouais, de la morue. De la morue, c'est un spectacle qui est écrit, qui est joué, qui est conçu et joué par un comédien qui s'appelle Frédéric Ferrer, qui est également agrégé de géographie. Donc ça, c'est sa particularité. Donc et qui est parti d'un un collègue de Gilles Fumet, tout à fait, et qui est parti d'un livre d'un océanographe qui s'appelle Philippe Curie sur la disparition des ressources halieutiques. En fait, même si le spectacle est beaucoup plus large que ça, il pose la question du pourquoi à Terre-Neuve, qui était un des endroits où la morue pullulait pendant des siècles, pourquoi est-ce qu'à Terre-Neuve, la morue a disparu petit à petit des eaux? On a recréé toutes les conditions pour que la morue revienne et elle ne revient pas. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on détruit un écosystème, c'est terminé. On voyait la grande table, ça c'est un spectacle. Ah oui, ça c'est une expérience pour quelques Happy Few. C'est Jocelyn Mieniel qui est un flûtiste et compositeur et qui a également été cuisinier, chef cuistot dans des très bons restaurants, ça c'est sa particularité, qui a inventé ce concept où il demande à un chef et à un compositeur de s'entendre pour créer l'un et l'autre une entrée, un plat et un dessert. Génial. Voilà. Donc il faut être à table. Donc il faut être à table. Ouais, et en fait, pendant le dressage, les musiciens jouent les compositions. Il nous reste plus de temps, mais je voulais juste un mot sur savoir enfin qui nous buvons. Un mot, c'est pas possible parce que c'est un spectacle à durée indéterminée. Oui, il peut durer jusqu'à... Non, mais c'est un spectacle culte pour les amateurs de vin, on va dire plutôt de vin en biodynamie et de vin nature, et pour les amateurs de théâtre parce que c'est une performance qui peut durer jusqu'à 7 heures, 8 heures. Pour le résumer, mais c'est vraiment très schématiquement résumé, qui est un portrait de vigneron qui travaille la vigne en biodynamie. Et voilà, Donc, rencontre in cité, 16 au 23 mars, notamment au théâtre de Saint-Quentin, mais dans d'autres lieux. Oui, au lycée hôtelier de Guyancourt, à l'UGC Ciné-Cité. Il y a plein d'ateliers qui ont été mis en place par l'atelier des sciences de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a des conférences qui sont organisées par la médiathèque. Donc il y a vraiment... Dans tous les lieux. Oui. Donc 16 au 23 mars, on passe à table maintenant. Eh bien, allons-y. Merci Lionel Bassetta. Merci Patrice.